Salut les esprits riches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du manque de logements en France. C'est un chiffre que vous avez sûrement entendu ou vu. Chaque année, on nous ressort le chiffre d'environ 500 000 logements manquants. D'où vient-il? Est-ce que ça existe vraiment? Parce que de l'autre côté, l'INSEE nous dit qu'il y a 3 millions de logements vacants. Donc qu'est-ce que c'est? Où se trouve la vérité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour que vous puissiez vous sécuriser en tant qu'investisseur immobilier, parce que ce n'est pas du tout la même chose d'investir dans un contexte où il manque des logements ou dans un contexte où, au contrario, cette affirmation est fausse. Donc, on va découvrir ça dans cette vidéo. Juste avant, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il paraît que ça aiderait à résoudre la pénurie de logements en France. Donc faites-le dès maintenant. Comme ça, au moins, vous avez fait votre bonne action de la journée. C'est parti. Quand je me suis intéressé à l'investissement immobilier il y a plus de 10 ans, je me suis posé exactement cette même question puisqu'il y a plus de 10 ans, on nous disait exactement la même chose. Donc sur mon blog, vous trouverez un article où je détaille une analyse que j'avais faite à l'époque. Alors vous pardonnerez peut-être le côté simpliste de cette analyse, mais je m'étais quand même posé la question en comparant le nombre de biens qui étaient construits, en comparant le nombre de biens qui étaient détruits, en prenant en compte l'évolution de la démographie des ménages, le parc de logement et la question de la solvabilité des ménages. Et la conclusion à laquelle j'étais arrivé à l'époque, c'est que dans l'absolu, il ne manquait pas forcément de logements en France, puisque en fait, il y avait un nombre de logements disponibles par ménage qui était très équivalent aux autres pays européens. Donc, la question a été résolue et ça m'avait aidé à me lancer dans l'immobilier locatif en étant assez confiant sur le fait que, en tout cas, les biens que j'allais proposer seraient loués. Dans un article du 10 septembre du Monde, on y apprend que la France souffre d'une grave pénurie de logements abordables. Alors là, c'est là que le mot est intéressant puisque ça permet d'apporter une précision qui, elle, a peut-être du sens. Donc, on y découvre quoi? Que le logement devient une charge intolérable pour les ménages, c'est-à-dire notamment pour les 10% les plus modestes qui lui consacrent 40% de leur budget. Il y a évidemment l'augmentation des prix immobiliers, plus 154% depuis 2000 en moyenne, qui n'est pas du tout alignée avec celle des revenus. En Ile-de-France, l'inflation a atteint 300% depuis 2000. Donc ça, évidemment, je fais un aparté. Vous pouvez remercier les politiques monétaires, vous pouvez remercier la gestion de la BCE et de la Fed qui a injecté massivement de l'argent dans l'économie. Et là, encore une fois, c'est un discours que je vous tiens depuis très longtemps. J'espère que vous êtes du bon côté de la dette, c'est-à-dire que vous êtes endetté pour acheter l'immobilier parce que vous en avez profité ou que vous êtes investisseur boursier parce que dans ce cas-là, vous en avez profité. Si vous n'avez ni immobilier, ni dette, ni action, vous êtes ce qu'on appelle le dindon de la farce, c'est-à-dire que vous voyez tout augmenter autour de vous sans jamais pouvoir en profiter. Donc, il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Dans la description, vous trouverez plein de ressources. On y lit aussi dans l'article que jusqu'en 2008, la plupart des économistes libéraux, soit sous-entendu méchants, considéraient en fait cette inflation immobilière comme une aubaine. C'est-à-dire qu'en gros, les ménages s'enrichissaient ou avaient l'impression de s'enrichir. Ce qui est vrai que c'est vrai que depuis, ce n'est plus forcément l'opinion que l'on a, puisque ça a des effets néfastes sur le reste de la population. L'article mentionne aussi le déséquilibre qui se passe dans les villes touristiques comme Paris, Amsterdam, Barcelone ou Berlin, puisqu'il y a la concurrence des plateformes Airbnb et des appartements qui ne sont plus mis à disposition des logements long terme. Voilà, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Alors les conséquences de cette pénurie de logements sont multiples. La première, c'est que les ménages doivent faire des arbitrages entre leurs dépenses puisqu'elles consacrent une plus grande partie de leur budget au logement, donc elles dépensent moins ailleurs. Et aussi pour les grandes villes et pour les employeurs dans ces grandes villes, eh bien, ce qu'on constate, alors c'est surtout le cas, on a surtout vu ça aux États-Unis, notamment pour San Francisco et New York, c'est que il y a plein de travailleurs qualifiés qui ne souhaitent plus vivre dans ces villes parce qu'ils ne veulent pas consacrer une grande part de leur budget au logement et ils ne trouvent plus l'intérêt à être dans une ville, dans une grande ville. Donc ils préfèrent soit être en télétravail, soit choisir des postes équivalents mais dans des villes dans lesquelles ils vont pouvoir se loger correctement, décemment et vivre très bien, d'autant plus que c'est plutôt des professions qui ont des salaires élevés. Donc les entreprises qui sont situées à ces endroits-là ont parfois du mal à attirer des candidats à cause de cette question du logement abordable. Dans une vidéo du 22 juillet sur BFM, on y apprend, d'après la journaliste, qu'il y aurait plusieurs causes au manque de logements en France. La première, c'est le fait que les mairies
signent moins d'autorisation de construire, puisqu'apparemment un maire qui bâtit est un maire battu, donc ils ralentissent à cette période de transition avant les élections, et qu'en plus il y aurait la hausse des prix des matériaux qui jouerait, et puis la baisse des APL pour les logements sociaux qui ralentirait du coup les budgets disponibles pour la construction. Et selon la FNAIM, je fais le lien avec la vidéo précédente sur le DPE, il va y avoir 1,7 million de logements énergivores qui vont tout simplement disparaître du marché de la location, ce qui ne va pas arranger nos affaires. Dans un rapport fait par Jean Beauvieux, qui est un statisticien et un spécialiste du logement fait en 2019, on y apprend, page 14, puisqu'il s'est posé la question, qu'en réalité, l'augmentation des prix de l'immobilier ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des loyers qui soit proportionnelle. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas expliquer le manque de logements abordables par la hausse des prix de l'immobilier seul. Alors, à contrario, en fait, l'inflation immobilière, vous l'avez compris, elle est due à la politique monétaire et donc à des taux extrêmement bas qui solvabilisent un grand nombre de ménages et qui donc met une pression sur le parc de logements disponibles, puisqu'en fait il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent acheter les logements, ce qui entraîne du coup une hausse des prix. Il ne faut pas inverser les choses. De plus, on a le HCSF, le Haut Comité à la stabilité financière, pour regarder sur la chaîne, on en a parlé à plusieurs reprises, qui a émis dans un premier temps des recommandations, puis des obligations pour les banques d'être assez modérées dans leur octroi de prêts immobiliers, puisqu'ils souhaitent éviter un emballement du marché de l'immobilier en France, puisque ça reste encore l'un des seuls marchés où on peut, alors dans certains cas qui sont plus restrictifs maintenant, mais on peut avoir un financement à 110%, c'est-à-dire acheter le bien, les travaux et tous les frais qui sont payés par la banque, ce qui fait que l'acheteur débourse 0 €. Donc là, ça va concerner essentiellement des personnes qui achètent leur résidence principale aujourd'hui ou quelqu'un qui fait son premier investissement locatif s'il a un bon dossier. Mais généralement, on va vous demander dès aujourd'hui d'apporter les frais de notaire, ce qui reste très favorable par rapport à la majorité des pays européens. Dans la majorité des pays européens, on vous demande aussi d'apporter 10, 20, 30% d'apport dans tous les cas, et il y a même des cas dans lesquels on ne vous financera par exemple jamais les travaux. Donc la France reste encore un pays où le financement immobilier est très favorable, bien qu'il se soit un petit peu resserré. Donc tout cela, évidemment, contribue à faire augmenter les prix de l'immobilier et les différentes instances et régulateurs essaient de réduire un petit peu la voilure sans casser, évidemment, le marché, puisque, encore une fois, d'un côté, on nous dit qu'il manque des logements et de l'autre, les décisions qui sont prises ont largement fait augmenter les prix. Donc, on a l'impression que les décisions qui sont prises, en fait, se contredisent. Dans un nouvel article du 22 septembre 2021 paru sur Le Monde, on y apprend là aussi qu'un rapport a été écrit pour signaler qu'il faudrait construire 500 000 logements nouveaux en France, dont 150 000 de logements sociaux. Ce qui est mis en avant, c'est tout simplement que la démographie a été observée sur 2017-2030, cette période, et qu'il faudrait construire entre 210 et 325 000 logements par an, et qu'il faudrait en plus créer 2 millions de logements supplémentaires pour éviter les sans-abri, d'où un rythme au total de 400 000 à 500 000 logements qui doivent être construits chaque année. On notera la position de M. Rebsamen là, qui propose de culpabiliser les bien logés en publiant chaque année l'état de la demande dans le logement social dans leur commune et en dénonçant les démarches égoïstes et évidemment des sanctions contre les villes qui ne remplissent pas leur obligation de quota de logements sociaux. Alors je suis allé consulter le rapport fait par le fameux monsieur qui veut culpabiliser les gens. Bon, il y a plein de mesures politiciennes qui sont probablement très intéressantes et très efficaces. Ce qu'on peut retenir, qui a été publié dans un article sur le site Suite Imo, c'est globalement que les autorisations de construire en zone, vous savez que c'est découpé par zone A bis, A, B1, etc., sont en recul dans les zones tendues et qu'elles sont en augmentation dans les zones qui sont moins tendues, c'est-à-dire B2 et C. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Globalement, contrairement à ce qu'a émis la ministre Emmanuelle Wargon, globalement les gens en ont marre de la densification et ce n'est pas le Covid et tout ce qui s'est passé qui va évidemment pousser dans le bon sens. Et donc les constructions s'opèrent dans des zones où peut-être les règles sont plus simples, où la construction est plus bienvenue et où tout simplement les gens veulent habiter. Alors le problème, vous l'avez vu jusque-là, c'est qu'on nous annonce des chiffres sur ce qu'il faudrait construire, etc. Sauf que ce n'est pas vraiment étayé
Par exemple, le fait de prendre la démographie jusqu'en 2030 me paraît pas un argument très fort parce qu'on nous répète depuis des années que nous sommes en déficit démographique, que nous avons du mal à voir la population progresser. Donc je vois mal comment la population pourrait se démultiplier et qu'il faudrait construire autant de logements d'ici 2030. De la même manière, on n'a pas d'arguments qui nous permettent d'apprécier le chiffre nécessaire par rapport aux logements qui doivent être construits. Donc on va regarder plus en détail si on a des éléments qui permettent d'apprécier cela. Si l'on en revient au fameux report de Jean Beauvieux qui date de 2019, il reprend toutes les annonces qui ont été faites sur les 500 000 logements nécessaires par an, avec les chiffres qui augmentent à 850 000 unités parce qu'on a pris un peu de retard sur une année donnée en 2005, je ne sais quoi. Et en fait, lui, sa conclusion est très simple, c'est que il y a un diagnostic qui est fait sur l'insuffisance de l'offre et la nécessité de construire pour y remédier. C'est-à-dire ce diagnostic est partagé. Pourtant, en fait, il y a plusieurs personnes qui aussi émettent tout simplement l'idée que la France ne paraît pas faire face à une pénurie particulière de logements au niveau national. Alain Jacot dit même que c'est en France que le stock de logements par rapport à la population est le plus élevé parmi tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc ça voudrait dire qu'on aurait en France plus de logements disponibles que par exemple notre voisin allemand. D'autres personnes vont souligner qu'on construit assez de logements mais qu'en fait pas aux bons endroits, hein, sous-entendu le marché, les promoteurs, les clients, tout le monde est idiot. C'est une proposition dont je doute. Et là où c'est intéressant, c'est notamment Didier Cornuel qui dit cela, c'est que le nombre de logements vacants a augmenté de près de 60 000 par an entre 2006 et 2015. Ce qui lui fait dire qu'il y aurait en fait un rythme de construction trop élevé par rapport à l'évolution de la population. Alors ce chiffre de 500 000, 600 000 logements manquants en France vient à l'origine d'un rapport de l'association de l'Abbé Pierre sur le mal logement qui avait publié ce chiffre de 800 000 mal logés en France. Et depuis, il semblerait que ce chiffre soit plus ou moins repris et ajusté d'année en année en fonction de ce qui est construit, mais qu'il n'y ait pas de véritable évaluation, puisqu'il n'y a pas vraiment de moyen de savoir combien il manque vraiment de logements en France, puisque si on est un peu bête et méchant, avec une logique qui ne va pas très loin, s'il manque 500 000 logements en France, cela voudrait dire qu'il y a 500 000 personnes qui ne peuvent pas se loger ou qui sont mal logées en France, d'où la question du logement abordable que j'ai évoqué tout à l'heure et qui a peut-être plus de sens que juste dire qu'il manque des logements, parce que des logements en France, on n'en manque pas du tout. Si le problème du problème, c'est le mal logement en France, ce n'est pas en faisant de la construction neuve qui coûte cher, ce sont les biens les plus chers du marché, que l'on va pouvoir reloger des mal logés, parce que les mal logés, ce sont typiquement les ménages les plus modestes, qui ont donc moins de moyens et qui ne pourront pas, dans tous les cas, accéder aux biens qui viennent d'être construits. Donc ce n'est pas une réponse qui me paraît adaptée. Il est assez probable qu'en fait le gouvernement tente depuis des années d'inonder le marché, d'inciter à la construction pour qu'il y ait de plus en plus d'offres, pour que tout simplement les prix de l'immobilier, à la location notamment, baissent. Malheureusement, la politique monétaire et ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis en fait la crise des subprimes avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, a dopé les prix, même si les loyers ont augmenté plus modérément que les prix de l'immobilier à l'achat, ils ont quand même augmenté, en tout cas ils sont loin d'avoir baissé, ce qui n'a pas résolu cette question du mal logement. Alors vous avez compris à ce stade que en réalité il ne manque pas de logements en France. D'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut regarder le site de l'INSEE qui indique qu'en 2020, il y a près de 3 millions de logements vacants en France, alors qu'en 1982, il n'y en avait que un peu moins de 2 millions. Il y a donc eu une augmentation des logements vacants depuis 40 ans, alors qu'on est censé manquer de logements en même temps. Donc on peut s'interroger sur les raisons qui font que ces logements sont vacants. Alors je peux vous en citer quelques-unes de tête, qui sont, je pense à mon sens, de bonnes explications. Évidemment, ce sont toujours des raisons qui sont multiples, mais on peut déjà citer la première des raisons, c'est tout simplement la protection des locataires et le risque de voir son appartement squatté ou être en impayé, qui fait que les nombreux propriétaires, ceux qui n'ont pas besoin des revenus immobiliers, ceux qui n'ont pas de prêt immobilier à rembourser ou qui ont assez d'argent pour le payer,
vont préférer garder ces logements vides, ne pas se les mettre sur le marché et éviter tout risque d'être en impayé, d'avoir une procédure ou tout simplement d'avoir des problèmes à gérer avec son locataire. Ça, c'est, je pense, la raison principale. Ensuite, dans les raisons qui vont arriver juste derrière, il y a tout simplement le fait que l'immobilier prenne beaucoup de valeur et que donc il y a des marchés, notamment dans les grandes villes ou dans les villes de taille moyenne, où vous avez peut-être autant intérêt à garder votre appartement vide, peut-être en bon état, et à ne rien faire, et à le revendre au bout de 5 ou 10 ans lorsqu'il aura pris de la valeur. Et comme ça, vous n'avez rien eu à gérer, pas de problème à gérer, pas de risque, vous n'avez pris aucun risque, et donc vous revendez avec une plus-value. Ça, c'est une partie peut-être plus petite des raisons. Après, dans le stock de logements vacants, il y a toujours les logements qui sont en transition, c'est-à-dire les héritages qui n'ont pas été traités et tout ce genre de choses qui existent, mais qui, je pense, ne sont pas majoritaires. Alors, si l'on s'intéresse justement à cette question des logements vacants pour essayer d'y comprendre un peu plus ce qui se passe, on peut regarder notamment l'exemple de la ville de Vichy. Vichy possède 4700 logements vacants. Dans un article du Monde qui est paru en 2015, on y apprenait cette information-là. Vichy, qui est pourtant une ville avec 25 000 habitants, cela fait donc une proportion significative de logements vacants dans cette ville, sans parler du fait qu'en plus la ville n'aurait pas les 20% de logements sociaux exigés par la loi et ne serait qu'à 15%. Donc, du coup, évidemment, le fait de construire des logements sociaux permettrait de loger des gens à des tarifs plus raisonnables, mais si elle construit de nouveaux immeubles, eh bien, ce sont les immeubles qui sont les plus anciens qui vont se vider. Donc, ça ne va pas forcément résoudre un problème de manque de logement, vous l'aurez compris. Alors, les causes qui sont évoquées pour la ville de Vichy concernant la vacance, le premier, c'est les programmes de défiscalisation qui engendrent de nouvelles constructions, qui vident le parc ancien, malgré le fait que les nouveaux logements ne soient pas pour autant tous occupés. En fait, on construit du neuf un peu n'importe où, n'importe comment, sans tenir compte des véritables besoins. À titre d'exemple, les Français tendent à vouloir une maison individuelle avec un jardin, mais c'est en opposition, encore une fois, avec les volontés du gouvernement. J'en parlais dans une autre vidéo, les gens boudent les logements neufs qui ont été construits dans l'esprit d'une densification heureuse, comme le dit Emmanuel Vargon, et donc ça correspond tout simplement à ce que les gens cherchent. Les gens ne cherchent pas à être densifiés de manière heureuse. De plus, il y a de nombreux logements qui sont tout simplement trop anciens, qui nécessiteraient un investissement important, et là aussi ça peut expliquer une partie des logements vacants. Imaginez, vous avez un petit appartement de 30 ou 40 mètres carrés, pour prendre cet exemple-là, qui soit dans son jus des années 70. Il faut donc tout refaire de A à Z à l'intérieur, que votre espoir de pouvoir le louer, il est de 300 ou 400 euros par mois. Est-ce que vous allez réellement mettre 30 ou 40 000 euros de travaux pour avoir un loyer à 300 euros par mois? La réponse, elle n'est pas du tout évidente. Et à moins de savoir bien optimiser la fiscalité, le mode d'exploitation, etc., donc ce qui peut rendre l'opération rentable, et c'est ce qu'on fait nous dans la plupart des cas en tant qu'investisseur, mais une personne qui n'est pas du tout câblée, qui n'a pas ses connaissances, va tout simplement se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle et va préférer laisser son logement vide. J'en profite pour vous signaler que mes formations sont éligibles au CPF, compte personnel de formation, ce qui fait que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 100% pour vous former. Je vous invite à regarder ce site, je vous mettrai le lien, j'ai une vidéo dans laquelle je vous explique tout cela. Vous pouvez aller sur ce site et rejoindre soit le programme qui vous permet de suivre une formation dans l'immobilier locatif, soit pour la gestion d'une société civile immobilière, et vous pouvez simplement cliquer dessus et vous inscrire sur le programme qui vous intéresse. Si vous avez des questions, que vous ne savez pas comment cela fonctionne, que vous voulez voir si le programme répond à vos attentes, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec Thomas qui s'occupe de tout cela dans mon équipe et qui répondra à toutes vos questions. Sur ce, bonne vidéo. Et bien entendu, ce n'est pas l'histoire du DPE qui va arranger la donne, puisque là en plus vous ajoutez une incertitude de tout simplement ne pas obtenir une note assez suffisante et donc en plus de vous retrouver avec des travaux ou avec un logement que vous ne pourriez pas exploiter comme bon vous semble. Je peux bien sûr aussi ajouter toutes les autres contraintes qui ont été ajoutées dans certaines villes et dans certains secteurs qui contribuent à laisser le logement vide, notamment le permis de louer dans certaines villes, notamment l'encadrement des loyers dans certaines autres villes, ce qui fait que ça fait beaucoup d'embûches et beaucoup d'ennuis pour un propriétaire qui voudrait tout simplement mettre son logement en location. Et donc, encore une fois, cela mène des propriétaires à tout simplement se dire « je préfère que ce soit vide ».
Enfin, si vous souhaitez jouer un petit peu et connaître quel est le nombre de logements vacants près de chez vous, vous pouvez aller sur le site de l'Observation des territoires et vous avez une carte avec les grandes villes et vous pouvez voir le nombre de logements vacants par ville. Donc par exemple, on voit qu'il y en a 10 358 à Nantes en 2018, 117 000 à Paris, c'est quand même beaucoup à Paris par rapport à la taille de la ville, 36 000 seulement à Marseille par rapport à la taille de la ville, on voit qu'il y en a 12 000 à Strasbourg, 23 000 à Lyon. Donc voilà, par rapport aux tailles de ville, ce n'est pas des chiffres qui sont non plus hallucinants, ce qui fait que bon, il y a une répartition des logements vacants un petit peu partout sur le territoire, probablement marquée par exemple une ville comme Nice qui a 32 000 logements vacants, alors qu'elle est quand même beaucoup plus petite que Marseille. C'est un nombre équivalent, donc il faudrait évidemment creuser plus que cela ces chiffres-là, mais ils paraissent répartis sur tout le territoire et il doit certainement y avoir des disparités locales qui contribuent aux logements vacants, comme je l'ai évoqué, avec la construction de logements défiscalisés et plein d'autres incitations. Bien entendu, là où il y a un problème, il y a une taxe. C'est comme ça qu'on résout beaucoup de problèmes en France. Et donc, il y a la fameuse taxe sur les logements vacants, avec des articles qui sont sortis récemment pour rappeler à tout le monde que, attention, un logement vide est un logement qui va vous coûter de l'argent. Dans un article sur Le Figaro paru le 12 novembre, on y apprend que les propriétaires de logements vacants peuvent, selon le lieu où leur bien est situé, être redevables d'une taxe sur les logements vacants ou de la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui est une autre manière de le dire, qui doit être payée avant le 15 décembre. C'est la fameuse TLV, un nouvel acronyme pour une nouvelle taxe, qui n'est pas si nouvelle que ça. Mais du coup, sur les zones dites tendues, il y a une taxe qui s'appelle THLV, taxe d'habitation sur les logements vacants, qui dépend du bon vouloir de la mairie. Donc du coup, combien ça représente? Donc elle va être basée sur la valeur locative foncière brute du logement et de ses dépendances, donc 12,5% la première année, 25% à partir de la deuxième année, plus des frais de gestion de la taxe de 9%. Donc si vous voulez éviter cette taxation, c'est très simple, il faut prouver l'occupation du logement, il faut fournir des déclarations foncières, des quittances ou tout autre élément. Vous pouvez bien sûr être exonéré parce que comme pour toute taxe, il y a des cas d'exonération. Par exemple, elle n'est pas due en cas d'occupation momentanée d'au moins 90 jours de suite au cours de l'année. Il est possible aussi d'être dégrévé si le montant ne peut être rendu habitable qu'au prix de travaux importants. Donc c'est le cas que j'expliquais tout à l'heure avec les logements qui sont très anciens. Et donc ils estiment qu'il faut que les travaux représentent 25%, plus de 25% de la valeur du logement. La vacance involontaire est aussi prise en compte lorsque le propriétaire ne trouve pas de locataire ni d'acheteur malgré les démarches nécessaires. Donc il va falloir prouver évidemment tout cela comme il faut. Alors dans un article plus ancien, je ne sais pas si c'est toujours à jour d'ailleurs, mais il était évoqué que le domicile d'un senior parti en maison de retraite n'échapperait pas à la taxe sur les logements vacants, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas parce que vous êtes en fin de vie et plus autonome que vous devriez échapper à cette taxe. Alors vous l'aurez compris bien évidemment, le but de cette taxe c'est d'inciter les propriétaires récalcitrants à remettre leur logement sur le marché de la location. Bon, il est fort à parier que ce n'est pas forcément très efficace. Comment on fait pour remettre ces logements sur le marché? Et là encore une fois, toutes les décisions qui ont été prises et qui sont prises ne semblent pas contribuer à la remise sur le marché de ces logements-là. On a cité le DPE, on peut parler du coût des travaux, on peut parler des normes, on peut parler de tout ce que vous voulez qui ne font qu'aller dans la mauvaise direction. Alors bien entendu, il faut bien qu'il y ait des normes, il faut bien qu'il y ait des règles, il faut bien qu'on améliore l'habitat, c'est certain, mais pour autant, il faut à un moment donné choisir quelles sont les priorités. Là, en l'occurrence, on est dans cette situation aujourd'hui c'est le résultat de toutes les décisions qui ont été prises jusque-là. Donc, à moins de changer la manière de fonctionner telle que je l'évoquais sur des angles des pistes que j'ai lancées, bien entendu, dans le rapport qui a été remis au ministre, il y a plein de solutions techniques et politiciennes et administratives sur l'obtention des permis et ce genre de trucs. Je peux vous garantir que tout cela ne servira absolument à rien, puisqu'en fait le problème il n'est pas là. Le problème c'est pas que monsieur le maire ne donne pas assez de permis ou de permis assez vite, bien évidemment ça aiderait. Le problème c'est de libérer le foncier d'une part et de remettre tous les logements vacants ou une partie significative des logements vacants, en tout cas que le stock de logements vacants commence à baisser plutôt qu'il soit à un niveau plus haut historique, plus haut qu'il y a 40 ans. Donc il faut vraiment se poser la question de pourquoi ces propriétaires
ne mettent pas les logements sur le marché de la location. Enfin, pour terminer, il faut bien sûr évoquer que dans les logements vacants, il y a probablement une portion représentative, peut-être de 10 ou 20% au doigt mouillé de ces logements qui sont probablement trop anciens et qui ne pourront, même après travaux, être réhabilités en logements acceptables aujourd'hui. Donc c'est vrai que sur les 3 millions, il n'y aura jamais 3 millions qui vont revenir sur le marché. Mais malgré tout, s'il n'y avait que 2 millions de logements qui pourraient être remis sur le marché, évidemment que ça pourrait permettre à des gens peut-être de se reloger à des tarifs plus modestes que dans le neuf et donc de résoudre la question du mal logement qui persiste aujourd'hui. Malgré tout, l'immobilier reste quelque chose de local. Donc là encore, encore une fois, c'est pareil. Une personne qui habite à Rennes ne va pas vouloir déménager à Nantes ou je ne sais où, juste pour être mieux logé. La personne a son emploi, a son cercle social et toutes ses habitudes. Donc il faut que ce soit une réponse qui soit locale avant tout. Donc c'est quelque chose qu'il est difficile de décider de tout en haut d'un État centralisateur comme étant un grand plan quinquennal de construction de logements. Comprenez bien que c'est quelque chose qu'il faut laisser venir sur les endroits où là il y a demande, où le marché, les opérateurs dans le marché, à la fois clients, promoteurs, constructeurs, propriétaires et autres, repèrent des besoins et sont capables de mettre en œuvre des choses au niveau local. Donc ça, il faut aussi ne pas l'oublier. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le flou, vous savez, c'est l'argent. On est avide d'argent, vous le savez bien. Donc, on en veut plus et payer le moins cher possible. Ce qui permet de répondre à la question comment en avoir plus. Blague à part, vous l'aurez compris que ces logements vacants représentent pour nous une opportunité. Parce qu'il y a dans les critères de négociation que j'explique dans mes différents programmes, il y a un des critères importants, c'est le fait que le propriétaire en a marre. Donc, un propriétaire qui ne loue pas son logement, c'est un propriétaire qui a un problème avec la location. Comme je le disais pour les raisons que j'ai évoquées, ce propriétaire ne veut pas remettre son logement en location, soit parce qu'il y a un effort trop important à faire, soit parce que le fait de mettre en location génère trop de risques ou trop de problèmes pour lui et donc il ne veut pas le faire. Donc, ce qui fait que si vous êtes capable de repérer ces logements vacants, de contacter les propriétaires et de leur faire des offres qui soient satisfaisantes, vous allez décrocher des deals probablement à des prix bien inférieurs au marché parce que si ces logements ne sont pas sur le marché, c'est qu'il y a des problèmes à résoudre. Et donc si vous avez l'énergie, l'intelligence de résoudre ces problèmes énergétiques, de configuration, de tout ce que vous voulez, et bien là vous allez pouvoir peut-être développer un parc immobilier intéressant, rénové, et là pouvoir faire de bonnes affaires. Donc je pense qu'il y a clairement une opportunité pour les investisseurs immobiliers d'aller chercher ces logements-là, mais au prix d'une plus grande technicité, ce qui fait que pour une personne qui débute, ce n'est pas forcément une démarche qui est recommandée, puisqu'il va y avoir de nombreux aspects qui vont devoir être pris en compte dans un logement qui est ancien ou vacant depuis longtemps, parce que dans ces cas-là, les travaux à faire sont lourds et comportent davantage de risques et d'aléas. Bien évidemment, l'aspect énergétique est un des facteurs importants et donc à mon avis, ça va pousser le nombre de logements vacants à l'augmentation, surtout aux échéances 2025, etc., où les logements les plus énergivores vont être interdits. Ça, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Donc là aussi, il y a une opportunité. Je vous ferai d'ailleurs probablement un contenu spécifique sur comment améliorer la note d'un logement de plusieurs niveaux parce que j'ai réuni des informations qui sont extrêmement intéressantes et j'ai du retour là-dessus. Donc ça vous permettra là aussi en tant qu'investisseur d'aller cibler des biens qui sont classés G ou F et d'arriver à les faire monter D par exemple pour pouvoir les exploiter. Ce qui est une très bonne solution pour là aussi remettre sur le marché des logements ou récupérer des logements qui ne sont plus exploitable. Il y a toute une opportunité aussi et qui se développe, qui peut correspondre à certains biens, qui est tout simplement de louer avec sous conventionnement. Donc là aussi, donc ça mériterait une vidéo à part entière, c'est des choses que j'évoque dans ma formation. Il y a plein de dispositifs de l'État qui permettent de bénéficier d'abattements jusqu'à 85% sur les loyers que vous encaissez, donc c'est pas rien, c'est-à-dire que vous êtes fiscalisé sur le restant de vos loyers, donc c'est très peu. Mais pour faire cela, il faut rentrer dans un certain nombre de conditions. Et là aussi, pour l'avoir essayé moi-même,
Si c'était beaucoup plus simple, je pense qu'ils arriveraient à convaincre beaucoup plus de propriétaires. Donc ce genre de dispositif, en quoi il consiste? En gros, vous vous engagez pendant une durée 6 ans, 9 ans ou plus à louer votre logement à un loyer qui est défini par l'État, c'est-à-dire un loyer qui est plutôt bas, et à prendre des personnes qui ont des ressources inférieures à certains plafonds, avec des tableaux très compliqués selon le nombre de personnes dans le ménage et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en l'échange de cela, eh bien, vous bénéficiez d'un abattement sur vos loyers. Alors ça dépend, parce que là aussi il y a plusieurs systèmes, hein, ça aurait été dommage de faire un truc simple et compréhensible par tous, et qu'en plus ça dépend en plus des régions. Là aussi, encore une fois, bravo. Donc ça c'est une bonne solution je pense, parce que ça permettrait, moi le premier, si ça avait été plus simple, de dire ok, je vous confie à la gestion, parce qu'en plus il y a une agence locative, une agence spécifique à laquelle vous pouvez confier votre bien, qui s'occupe de cela. Donc acheter une maison, un appartement, un petit immeuble, du coup dans les zones les moins tendues, parce que faire ça dans une grande ville ça n'a aucun intérêt, vous allez clairement perdre trop d'argent, mais faire ça dans une ville, une petite ville ou en campagne, là ça a de l'intérêt, et il y a des investisseurs qui sont spécialisés là-dedans, et là du coup vous mettez à disposition un logement et vous bénéficiez en plus d'une gestion entièrement déléguée, d'une garantie d'avoir vos loyers et en plus d'un abattement. Donc là, ça commence à être intéressant et c'est très bien ainsi. Mais encore faudrait-il que ce soit peut-être un petit peu plus simple de faire tout cela. Et ça, c'est peut-être l'une des meilleures solutions que peut proposer aujourd'hui un gouvernement pour reloger des personnes qui seraient en besoin de logement abordable dans les zones les moins tendues. En conclusion de cette vidéo, on a vu que la question du manque de logement est totalement fausse et qu'il ne manque pas du tout de logements en France. Il n'y a aucun élément qui nous permet de dire cela. Qu'il manque malgré tout des logements adaptés à une certaine frange de la population, notamment les gens qui ont le moins de moyens, dont certains sont mal logés, c'est-à-dire qu'ils ont des logements qui ne sont pas adaptés en termes de confort ou en termes de disposition par rapport à leurs besoins, ou alors tout simplement des ménages qui manquent d'espace. Donc ça existe encore. Mais de là à conclure qu'il faille construire des logements pour répondre à cela, la réponse n'est pas évidente. De là à conclure qu'il faille proposer de la défiscalisation aux ménages les plus riches pour construire des logements pour répondre à cela, la réponse n'est pas du tout évidente là non plus. Et de là à conclure que c'est en imposant de nouvelles règles aux propriétaires existants que ça va répondre à ce besoin, la réponse n'est pas non plus là évidente. Ma conclusion, ma supposition, c'est tout simplement que la communication depuis 20 ans est axée autour du fait d'inonder le marché d'offres de logements pour pouvoir faire baisser les prix, donc sous prétexte de manquer de logements, inciter à la construction. Malheureusement, ces efforts-là sont tombés à l'eau à cause de la politique monétaire, à cause de l'essor du Airbnb et de la location courte durée, qui a retiré un grand nombre de logements dans beaucoup de villes et qui donc a complètement annulé tous les efforts qui avaient pu être faits ou réussis de par les incitations nombreuses du gouvernement à construire de nouveaux logements. Donc tout ça fait que en fait, on se retrouve dans une situation qui est pire qu'avant parce qu'il y a moins d'offres à cause du Airbnb, il y a plus de logements vacants qu'avant à cause de toutes les règles et pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et donc, en fait, le problème du mal logement et même du manque de logements disponibles, il n'y a rien du tout qui a fonctionné jusque-là. Je pense que c'est la conclusion qui me paraît la plus honnête possible. Encore une fois, j'essaie simplement de discuter des faits et de vous donner mon point de vue en tant qu'investisseur sur le terrain, puisque dans mon réseau, dans mes formations et autour de moi, j'ai beaucoup d'investisseurs et donc quand on est entre nous, on discute ouvertement et donc il n'y a pas de langue de bois et il n'y a pas de bien-pensance. Si on ne souhaite pas mettre un logement sur le marché en location, c'est pas parce que ça nous fait plaisir, parce que si on a un bien, un actif, on préférait qu'il soit loué et rentable. Donc voilà, j'ai pas forcément la solution parce que c'est un problème complexe, mais il est certain que si on arrêtait d'embêter tout le monde, peut-être que ça aiderait un petit peu, je le pense. Dans tous les cas, c'est une opportunité pour les investisseurs qui veulent se spécialiser là-dedans, notamment sur les logements vacants. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Portez-vous bien, réfléchissez à tout cela et on se retrouve dans de nouvelles aventures. Salut!